Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, professeur Aktouf. Là, nous sommes en Bonsoir. direct. Alors, nous allons continuer la série de cours sur le néolibéralisme. Jeudi passé, il y a eu un problème technique qui ne nous a pas permis d'être dans la chaîne. Et aujourd'hui, donc, dans la suite sur le néolibéralisme, vous allez nous parler des accords de Bretton Woods à la crise de 2008. En principe, Bienvenue. Et on va merci, essayer. et merci encore une fois de, Merci, de votre merci. disponibilité et de votre générosité. Merci infiniment à vous. J'espère que c'est instructif. Et comme j'ai l'habitude de dire, non seulement j'espère que ce sera instructif, ce que je raconte, ce que j'essaie de dire et d'analyser, mais même j'espère que j'ai tort. Parce que malheureusement, la façon dont le management économique de ce monde fonctionne est une catastrophe. Et ça fait des années que je le dis. Même pour l'échec de la mondialisation, pour tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, l'écologie, tout. Bon, malheureusement, l'histoire ou le temps me donne raison, alors que j'espère de toute mon âme qu'il ne me donne pas raison, parce que je me demande quel avenir on va réserver à nos enfants et à nos petits-enfants, un avenir proche. Hein. Des analystes très sérieux, depuis le groupe de suivi sur le climat de 3000 scientifiques, etc., jusqu'à des groupes scientifiques de divers horizons et de diverses disciplines, nous disent que si on traverse les 10 prochaines années, on sera en tout cas sans dégâts considérables, eh bien, on sera déjà bien chanceux. Bon, donc je rappelle par exemple que le Club de Rome, dans son livre le premier rapport du Club de Rome, j'espère que tout le monde sait ce que c'est le Club de Rome, c'est un club, comme son nom l'indique, qui tient son siège à Rome et qui est constitué de scientifiques, de prix Nobel, d'anciens politiciens, d'anciens responsables d'officines de l'ONU, de hauts responsables dans les fonctionnariats mondiaux, etc., etc. Et donc leur premier rapport en 1972, basé essentiellement sur les travaux de Meadows et Forrester, qui sont du MIT, du Management Institute of Technology, et qui ont produit un livre qui s'appelle Industrial Dynamics, dynamique industrielle, et dans lequel ils ont essayé de comprendre comment le monde va évoluer si on continue à appliquer une économie gestion de ce monde. Donc je rappelle que pour moi, ces deux termes ne sont pas séparables. Alors on dit que c'est un néologisme, un concept que j'ai forgé, que j'ai inventé. Ben oui, je l'ai inventé, mais j'expliquerai pourquoi et qu'est-ce qu'il veut dire avec ce trait d'union. Eh bien, donc ils ont essayé de comprendre avec les postulats et les hypothèses d'extraction, de production, de pollution, etc., de 1968. Donc ils ont pris comme année de référence 1968. Et ils ont fait des simulations. Donc, à l'époque, les ordinateurs commençaient à faire leur office de simulation et de participation à la prévision et à la prospective. Eh bien, après des tas et des tas de simulations avec divers scénarios, en changeant, je ne sais pas moi, l'usage du blé, l'usage du pétrole, l'usage de ceci, l'usage de cela, etc. Mais en gros, sur les bases de production et l'exploitation de la Terre de 1968, eh bien, ils ont prévu, et ça on le trouve dans le rapport du Club de Rome qui s'intitule Halte à la croissance, déjà 1972. Halte à la croissance. Arrêtez la croissance. Bon. Alors, donc, ils ont prédit avec une prémonition inouïe enfin, prédit avec les simulations, les simulations convergeaient, toutes les simulations qu'ils ont faites convergeaient vers une période qui se situe autour des années
2018-2020, aussi précis que ça, hein, aussi précis que ça. Et je pense que dans un chapitre, ils disent même 2017. Enfin bon, autour de 2018-2020, une catastrophe écologique majeure frapperait la planète. Eh bien, on l'a. Ça s'appelle le Covid. Alors voilà comment donc les gens qui ne veulent pas croire, ceux et celles qu'ils considèrent comme des fous, bon, on connaît l'histoire du fou qui a raison par rapport au soi-disant raisonnable et sage de sa ville, de son village, qui eux étaient les vrais fous. Bon, donc, ou la caverne de Platon, quand est-ce qu'on va amener les êtres humains à sortir des ombres de cette caverne et à avoir le courage d'affronter la lumière? Bon, enfin bon, je ne vais pas me mettre à philosopher là. Alors, trop, parce que philosopher, j'ai rien contre, au contraire, je l'ai dit 1000 fois, c'est grâce à la philosophie que j'ai compris énormément de choses. Bon, alors je voudrais commencer par une petite question pratico-pratique. Il me revient des questions, notamment d'une personne qui me pose la question de savoir quelles sont les circonstances historiques et culturelles, etc., de la naissance de l'exploitation du travail. Alors j'ai déjà répondu par écrit, mais malheureusement, je ne peux pas passer par les réseaux sociaux parce que je n'y suis pas. Il y a mon nom, vous trouverez des sites à mon nom, enfin, je ne sais pas trop, mais je ne m'en sers pas parce que c'est ingérable. Je ne peux absolument pas suivre ce qui se passe sur une page Facebook ou une page, peu importe. Donc au début, j'ai essayé, mais j'en étais incapable et donc j'ai arrêté. Alors, je dis à ce monsieur que j'ai dit, monsieur Bouhamidi a ma réponse complète où je dis que je ne peux pas répondre à cette question en 5 minutes. Alors, si ce monsieur veut bien, il peut, ou je m'adresse à toutes celles et ceux qui m'écoutent, vous pouvez m'écrire directement. Mon email est sur le net, vous googlez mon nom et vous aurez tout de suite toutes mes coordonnées, pratiquement y compris mon téléphone. Donc, vous pouvez m'écrire directement et puis, bon, je répondrai autant que possible. Mais là, cette question, elle est vraiment trop vaste. Elle relève pour moi de l'histoire du travail. Alors, comment c'est l'histoire du travail? Ça commence à Cro-Magnon, pratiquement, à partir du moment où l'homme de la préhistoire a commencé à se sédentariser, est née la différence de classe entre ceux qui portent les armes, les chasseurs et qui ont le pouvoir, et ceux qui font la cueillette, etc., et qui n'ont pas le pouvoir parce qu'ils n'ont pas les armes. Et donc déjà là, l'exploitation du travail a commencé. Alors par où voulez-vous que je commence? Ensuite, il y a les différents modes de production, etc. Il y a le pré-féodal, le féodal, il y a le Moyen-Âge, il y a la manufacture, il y a aujourd'hui l'exploitation de la psyché de l'être humain. On n'exploite même plus ses muscles et sa force de travail, comme dirait Marx, mais on exploite maintenant une autre forme de force de travail qui est subjective. On exploite sa subjectivité. Et là, je vous conseille mon ami Vincent de Gaulle-Jacques, qui a beaucoup écrit là-dessus, enfin pas mal. Donc voilà. Alors, si ce monsieur a une réponse ou une piste de réponse par rapport à ce que je suis en train de dire et qui donne en quelques mots ou en 1 ou 2 paragraphes la réponse à cette question, quelles sont les circonstances historiques et culturelles, etc., de la naissance de l'exploitation du travail, eh bien, vous êtes le bienvenu. Bon, alors voilà, cette mise au point étant faite, nous allons reprendre la suite donc, de ce que nous étions en train d'analyser. Alors, la semaine dernière, on avait terminé sur la question de la crise de 29 et puis, les éléments, les composants, les autres composants historiques de la mondialisation néolibérale, du néolibéralisme. Alors, on va continuer ça aujourd'hui. On va voir qu'il y a 4 ou 5 composantes. J'essaierai de consacrer une séance peut-être par composante, parce qu'il est très important de les comprendre.
historique, social, politique, économique, managérial, etc. Bon, il y a un certain nombre de composantes. Et puis, à partir de ces composantes, on pourra commencer à faire la déconstruction, c'est-à-dire à comprendre pourquoi ce néolibéralisme ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner. Voilà. Bon. Alors, et les raisons sont évidentes dès qu'on fait un peu d'analyse et qu'on écoute un peu ceux qui ont tenté de déconstruire un peu cet ordre capitaliste néolibéral. Et les raisons ne sont pas bien compliquées, mais malheureusement, c'est un discours qu'on ne veut pas écouter, et ça me désole beaucoup. Et je n'arrête pas d'expliquer ça depuis 40 ans, avec les mêmes arguments, y compris la thermodynamique. On le fera bientôt dans un autre webinaire, en faisant appel à la physique, pour démontrer que ce modèle d'économie extractiviste qui ne fait que du transfert d'énergie et de la transformation d'énergie ne peut pas prétendre créer. Alors, s'il ne fait que du transfert et de la transformation d'énergie, il ne fait, alors un analyste français qui l'a dit il y a quelques jours dans un webinaire sur lequel je suis tombé comme ça, mais pas avec les mêmes arguments que moi, pas avec la thermodynamique, eh bien, ce système économique et managérial ne peut que détruire. Alors, là, on va revenir, donc, là où on était la semaine dernière, on parlait, dans le fil de la discussion, de Aristote, et comment Aristote avait déjà prévu ça avec la monnaie. Donc, je disais que le premier visage de la monnaie, disait Aristote, qui est l'universalité, l'universalisme, le commerce universel, c'est une bonne chose, parce que ça permet à beaucoup de gens de rentrer en contact avec juste quelques billets, des parchemins, des demi-parchemins, des rôles, des contre-rôles, des ceci, des cela, ou des pièces de monnaie, ou peu importe. Mais le mauvais côté, c'est d'avoir donné, et je le répète parce que c'est très important, d'avoir donné pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, regardez le génie d'Aristote, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à cette humanité-là, qu'il existe quelque chose qui peut s'accumuler à l'infini. Il n'y a pas de limite. On peut accumuler des parchemins contresignés par le débiteur et le créancier. On peut accumuler des billets de reconnaissance de dette. On peut accumuler des billets de change. On peut accumuler des barres d'argent, d'or, des pièces, etc. à l'infini. Alors, encore plus aujourd'hui, où la monnaie fiduciaire particulièrement n'existe plus. Ce n'est plus que des digits, que des bips dans les puces des ordinateurs. Alors, dans une puce de taille d'un ongle, vous pouvez mettre quasiment la valeur de la planète. Bon, alors donc, ce qu'a dit Aristote aujourd'hui, on pourrait le multiplier par un facteur 10 000 ou 100 000 ou 1 million dans ses effets. Alors, ce que dit Aristote là-dessus, c'est que de donner comme ça l'illusion de quelque chose qui s'accumule à l'infini, va transformer les rapports entre les humains dans la communauté. Alors, au lieu de faire de l'oikosnomia, donc économie, qui a donné le mot économie, oikosnomia qui veut dire la règle pour contribuer à assurer le bien-être de la communauté. Donc l'économie, le mot économie, son étymologie, c'est que chacun a sa place, à son niveau, etc. Le cordonnier, le boulanger, le boucher, le militaire, le maire, le fonctionnaire, l'instituteur, ce que vous voudrez, chacun et chacune à sa place contribue au bien-être de la communauté. Pas cherche à accumuler le maximum de monnaie au détriment de cette communauté. Aristote dit c'est un scandale. C'est une calamité, cet aspect-là de la monnaie. Pourquoi ? Parce que ça va transformer complètement et l'esprit et le rapport dans les relations d'échange et de production. Alors, comment ça va se passer ? Je vous dis Aristote.
Alors Aristote nous dit jusque-là, le cordonnier qui faisait des chaussures, je ne sais pas pourquoi, il me semble que tous ces économistes classiques et même de l'Antiquité prennent l'exemple du cordonnier. J'ai l'impression que c'est un exemple très attrayant. Enfin bon, cordonnier. Le cordonnier dans un esprit de oikos nomia, donc avant la monnaie. Il faisait des chaussures selon ce que Aristote appelle la vertu physique naturelle de l'objet échangé. Vertu physique naturelle, notez bien le mot nature, naturel, donc naturel à quoi? Naturel à l'espèce humaine. Donc, oikos nomia, donc le bien-être de la communauté. Eh bien, c'est la vertu physique naturelle de l'objet qui est recherché par le cordonnier, par le boucher, par le tailleur, par le forgeron. Qu'est-ce que c'est cette vertu physique naturelle de l'objet? Bon, ça va donner naissance plus tard directement à ce qu'on appelle la valeur d'usage en économie. Et donc, il dit, ce cordonnier, comme le boucher, comme le boulanger, comme le ferronnier, ce que vous voudrez, eh bien, ce qu'il cherche à faire, c'est ça a duré jusqu'à la manufacture, hein, jusqu'à la fin de la révolution industrielle, pratiquement, jusqu'à la mise à l'écart de l'échoppe de l'artisan pour le remplacer par la manufacture. Et je dis bien remplacer, parce qu'il y a beaucoup de gens, et même des économistes, qui pensent que la manufacture est le prolongement de l'atelier ou de l'échoppe de l'artisan. Or, ça n'a rien à voir. Le système de l'artisanat et le système de la manufacture sont deux systèmes totalement différents de nature, de conception et de soubassement et d'hypothèse et de fonctionnement. Bon. Donc, ce boucher, ce boulanger, etc., dans le cordonnier, pour avoir le meilleur beefsteak de la part du boucher, pour avoir le meilleur fer à cheval de la part du ferronnier, enfin du forgeron pour son cheval. Eh bien, il va essayer de faire, la moindre des choses, la meilleure paire de chaussures possible. S'il veut le meilleur du boucher, il faut qu'il donne le meilleur de ce que donne le cordonnier. C'est évident. Si le cordonnier arrive chez le boucher, il lui dit voilà une paire de chaussures, je voudrais 2 très bons beefsteaks, et le boulanger et le boucher, ils se rendent compte que ces chaussures sont complètement abîmées, enfin mal foutues, mal fichues, ben, le boucher va lui dire avec raison, pas question, je te donne même pas un demi-beefsteak, ces chaussures ne valent rien, j'en veux pas. Donc, va régner, selon cette analyse d'Aristote, sans ce deuxième aspect de la monnaie, un comportement de la part des producteurs et des gens qui rentrent en échange et en transaction et en production, des comportements qu'on appellerait aujourd'hui de qualité totale. Si vous voulez des objets ou des biens ou des services de qualité de l'autre, vous êtes obligé vous-même de donner des objets, des biens et des services de qualité. Pas le choix. Mais avec la monnaie, ce second aspect, ça peut s'accumuler à l'infini et c'est un moyen de transaction universelle. C'est-à-dire qu'avec la monnaie, vous pouvez acheter n'importe quoi. Chaussures, beefsteak, de tout, absolument n'importe quoi. Bon. Donc, l'attitude de oikosnomia va changer complètement pour aller vers ce que j'ai appelé krema athos. Krema, qui est argent, enfin ce que j'ai appelé Aristote, et athos accumulé. Donc l'attitude va changer radicalement pour aller de la valeur d'usage, de la vertu physique naturelle de l'objet, du bien, du service, à la valeur d'échange qui est qu'est-ce que me coûte en pièces de monnaie, en pièces d'or, en pièces d'argent, en ceci, cela, pour faire mes chaussures, et combien de parchemins, de pièces, de ceci, de cela,
de plaques d'argent, de plaquettes d'or, me rapporte. Évidemment, dit Aristote, l'être humain, Aristote parle des catégories du comportement de l'être humain, etc. Il parle à un moment donné de tendance vers la facilité. Eh bien, la facilité, évidemment, c'est dans ce cas-là, et même l'intérêt, c'est de se dire, il me faut le maximum de monnaie, ou de ce qui fait office de monnaie, par rapport à la quantité de monnaie que je mets dans ce que je produis ou ce que j'échange. Donc, la valeur d'échange. Et donc, ce cordonnier, ce boucher, etc., vont chercher plutôt que de donner de la meilleure chaussure pour obtenir le meilleur beefsteak, de donner le meilleur beefsteak pour obtenir la meilleure chaussure, ils vont se mettre à essayer de fourguer la chaussure la plus mal cousue avec de la mauvaise colle qui coûte pas cher, avec du mauvais cuir qui coûte moins cher, avec etc., pour pouvoir avoir le maximum de monnaie dans l'échange de sa paire de chaussures. Alors là, Aristote dit la société humaine et la vocation profonde du fonctionnement normal, entre guillemets, de ce qu'est l'être humain, un être grégaire, d'entraide, un être humain ne peut pas vivre sans l'aide de ses semblables, etc., et donc va changer radicalement pour devenir un comportement d'affrontement. Ce qu'on va appeler plus tard la saine concurrence. Voilà. Alors, chez Aristote, c'est de l'affrontement entre ennemis qui se considèrent comme des ennemis, implicitement. Et plus tard, dans l'économie classique, enfin, une partie de l'économie classique, une partie d'Adam Smith, mais avec beaucoup de guillemets et de précautions. Je reviendrai, mais surtout avec l'économie néoclassique, ça deviendra une vertu. Voilà. Le plus intelligent, le plus, etc., c'est celui qui obtient le plus de numéraire par rapport au numéraire qu'il met dans ce qu'il produit ou ce qu'il vend. Donc, celui qui maximise sa valeur d'échange, pas la valeur d'usage. Or, ce que veut l'être humain, le consommateur, l'acheteur, celui qui essaie de se procurer des chaussures ou du beefsteak ou un fer à cheval, ce qu'il veut, c'est un maximum de valeur d'usage, pas de valeur d'échange. Alors voilà où, donc, pour Aristote, l'être humain va entrer en confrontation avec lui-même, va devenir l'ennemi de lui-même, et il a des mots terribles sur ce nouveau comportement donc, induit par ce deuxième visage de la monnaie, qu'il appelle le tokos. Le tokos en grec ancien veut dire bâtard, mais bâtard avec un sens extrêmement péjoratif, extrêmement fort. Parce que la monnaie ne peut pas faire la monnaie, puisque la monnaie est artificielle. Donc, c'est quelque chose de bâtard. Et il n'y a pas de mot assez dur, assez terrible pour qualifier les gens qui s'adonnent à la crématistique. Il dit c'est des gens contre nature, c'est des gens non humains, ce n'est pas des gens animés par des sentiments humains, c'est des ennemis irréductibles, destructeurs de la communauté humaine, c'est des profiteurs, c'est des saboteurs de la communauté humaine, c'est des gens qui vont abaisser la qualité de vie et de qualité d'objets, d'échange, de transactions, de biens et de services, parce qu'au lieu de chercher à donner le meilleur pour obtenir le meilleur, ils vont chercher à donner le moins cher pour obtenir le moins cher. Donc quand on obtient le moins cher, évidemment, on économise, on accumule, on économise plus d'argent. Bon, donc cette attitude de crématistique, voilà comment Aristote la considère comme le début de la déchéance et de l'espèce humaine et de la nature. Ça remonte à Aristote. Et même Marx, d'ailleurs, on verra plus tard
que même Marx a parlé d'écologie et de ce qu'en général on ne sait pas. On a parlé d'écologie dans l'économie néoclassique des siècles après Marx. Et après Aristote, surtout. Bon. Alors, comment Aristote parle de ça? Il dit, écoutez, cette idée d'accumuler de la monnaie à l'infini, c'est exactement ça, le système néolibéral dans lequel nous sommes. Citez-moi, s'il vous plaît, une école d'économie, une école de business economics, une école de gestion, de commerce, etc., où on n'enseigne pas qu'il faut faire le maximum de profit. Bon, même les parents aujourd'hui élèvent leurs enfants, non pas dans le sens d'être plus généreux, enfin toutes les vertus dont parlait Aristote, et toutes les vertus qu'on trouve dans toutes les religions, tous les discours de religion, toutes ces vertus d'aimer son voisin, d'aimer son prochain, d'aider, de ceci, de faire le bien, ben, on va enseigner le contraire. Et d'ailleurs, dans l'entreprise, voyez-vous, dans l'école de gestion et de business economics, particulièrement de business economics, parce que je mets à part les écoles d'économie politique, mais malheureusement aujourd'hui, on n'en trouve pratiquement plus. Donc l'économie politique ne sert à rien, évidemment. Ce qui sert, c'est l'économie financière, c'est l'économie business, l'économie industrielle. Bon, alors donc, on m'a invité en France à animer un séminaire universitaire sur les rapports entre management et religion. Et bon, je passe l'essentiel, mais j'ai insisté sur un fait. J'ai dit à ces gens, donc en France, catholiques, chrétiens, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous vous rendez compte que dans vos écoles de business, dans vos écoles de business economics, vous formez des gens, ça je vais l'expliquer plus tard, comment cette formation à la crématistique forme des gens qui, selon la psychanalyse et la psychopathologie, sont catégorisés comme étant des gens de caractère anal, obsessionnel, compulsif, qui comprend notamment l'avarice, la collection, retenir, accumuler, etc., mais de façon pathologique, et on va voir comment. Mais ça, c'est une autre affaire. On y reviendra. L'affaire religieuse, j'ai dit à ces gens de France, donc j'ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous enseignez dans vos écoles de gestion, de commerce, notamment, et bon, subsidiairement aussi de business economics, tous les péchés capitaux, tous les péchés mortels, et à la fin de la diplomation de ces gens que vous avez gavés de cours de péchés mortels et de péchés capitaux, vous leur assénez un cours d'éthique et de morale. Mais il y a de quoi les rendre fous, schizophrènes. En plus de les rendre anal obsessionnels, on va voir que l'anal obsessionnel compulsif est aussi paranoïaque. Bon, et hypocondriaque. Bon, mais on y reviendra. Alors, comment? Pensez-y un petit peu, s'il vous plaît. La comptabilité, qu'est-ce que c'est? Ben, pour moi, c'est l'avarice. La finance, qu'est-ce que c'est? Ben, pour moi, c'est la gourmandise. Je veux de l'argent, je veux du profit, je veux des fonctions mathématiques qui me disent que je vais... la gourmandise. Bon, qu'est-ce que la production? C'est le vol. On vole la nature et on vole l'être humain en l'exploitant. Qu'est-ce que la stratégie? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil de prétendre organiser ce monde, organiser des centaines de millions de gens, de milliers, de je ne sais pas quoi. Bon, qu'est-ce que la direction? C'est la paresse. Parce qu'il y a une définition que peu de gens connaissent, peut-être.
fondamentale, née au début du siècle dernier, quand les théories du management ont commencé à naître, de la direction, ce que c'est que leading and commanding, etc. Donc, la direction, eh bien, c'est to get things done by others, c'est-à-dire, bon dirigeant, la bonne direction, c'est faire en sorte de faire les choses par les autres. Moi, je me la coule douce. Quoique, pour des raisons pathologiques, on le verra plus tard, les patrons, les patronnes, les dirigeants, etc., grâce encore aux écoles de gestion, je vais expliquer pourquoi plus tard, ils se donnent l'air d'être en train de travailler 28 heures sur 24. Bon, mais ça, on verra aussi que c'est une autre pathologie. Bon, alors là, si on prend cette définition de la direction, to get things done by others, donc faire les choses par les autres, moi, qu'est-ce que je fais? Ça revient à la théorie du fameux Thorstein Veblen que j'ai mentionné plusieurs fois, et vraiment, je vous recommande sa lecture. Il est traduit en français, la théorie de la firme, The Theory of the Firm, Thorstein Veblen, V-E-B-L-E-N, et qu'il a appelé donc aussi son autre livre, et il en parle dans celui-là, mais il y en a un autre, qu'il a intitulé The Theory of the Leisure Class, la théorie de la classe oisive, où il compare les dirigeants aux rois fainéants. Bon. Alors, donc, voilà un peu. Donc, j'ai fait cette parenthèse sur religion, etc., parce qu'on parlait des vertus à partir d'Aristote, et ces vertus qui sont transférables ou pas à l'acte de production, d'échange et de transaction en management et en économie. Et donc, j'ai expliqué à ces gens en France, qui étaient éberlués, à quel point, alors ça a fait un bruit extraordinaire, évidemment, mais quand vous dites ces choses-là, ce bruit reste pratiquement en cercle fermé. Après, c'est pas très bien de dire aux diplômés d'HEC Paris qu'ils sont diplômés de péchés mortels et de péchés capitaux. Hein. Bon, alors si on continue, je ne sais plus où j'en étais, donc les ressources humaines, c'est la luxure. Qu'est-ce que c'est la luxure? Prenez la définition de la luxure, c'est l'utilisation de plus faible que soi pour une satisfaction personnelle égoïste. Alors quand des patrons de ressources humaines recrutent des gens qui sont en difficulté économique, des gens qui sont en situation de faiblesse, des gens qui sont en situation de précarité et qu'ils profitent de cette situation de précarité, de faiblesse, de l'existence, pour les faire travailler à des salaires de super misère. Est-ce que ce n'est pas de la luxure, ça? Bon, alors qu'on me dise ce que c'est. Il y a même maintenant des sites en France, par exemple, ailleurs sans doute aussi, où on fait des offres d'emploi et on fait faire des enchères à la baisse aux demandeurs. Par exemple, Renault offre un emploi d'ingénieur-chef, production, je ne sais pas quoi, bon, passons. Entretien entre machines, machin, layout, organisation de la production, de la tôle, de je ne sais pas quoi, spécialiste en tôlerie, blablabla. Bon, et puis, allez, mettez vos candidatures et votre salaire que vous voulez. Et on recrutera à même curriculum, même carrière, même compétence, celui qui demandera le salaire le plus bas. Alors voilà où on en est rendu. Ça s'appelle de la luxure. Bon. Alors, messieurs et mesdames, les diplômés en direction des ressources humaines, je suis désolé de vous asséner cette blessure narcissique, mais bon, essayez de vivre avec comme vous pourrez. J'ai été moi-même vice-président ressources humaines à un certain moment de ma vie, parce que j'ai quand même travaillé 15 ans de ma vie en entreprise, et je vous assure que je n'ai jamais été aussi malheureux
et aussi déçu, aussi écœuré de la façon dont on traite les êtres humains. Et je n'ai pas duré longtemps comme vice-président de ressources humaines, je vous l'assure, vu ce qu'on entendait de moi. Bon, alors voilà, alors passez-les toutes, tout ce que vous voudrez, je ne sais pas moi, en business economics, la fonction de production, le malade, tout ça, vous trouverez l'usure, le prêt, l'emprunt, etc., le passif, c'est de l'usure. Bon, or l'usure est un péché mortel. Bon, donc le profit, essayer de maximiser le profit, c'est maximiser l'usure. C'est tout, c'est un péché mortel. Alors voilà, donc je termine là-dessus, juste pour une parenthèse. De temps en temps, j'aime bien faire des parenthèses de faits vécus, comme ça. Eh bien, je vous assure que la moitié de l'amphithéâtre était ravie. Ça, c'était les athées, je suppose. Et l'autre moitié était atterrée. Et vraiment, il y en a qui m'ont écrit pour me dire que je leur ai créé des problèmes de conscience. Eh bien, j'ai dit, madame, monsieur, votre problème de conscience, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Bon, essayez de vous convaincre que les ressources humaines, la gestion des ressources humaines, ce n'est pas de la luxure. Tant mieux pour vous. Essayez de vous convaincre que la production, ce n'est pas du vol. Tant mieux pour vous. Bon, alors donc, on revient à Aristote, qui, donc, j'essaie de faire le lien avec l'écologie, et il dit, écoutez, si vous voulez faire du maximum de numéraire, donc du maximum de valeur d'échange, ce qu'il a comparé à l'usure, donc pour lui, il n'y avait pas de différence. Et c'était aussi bâtard et aussi inouï que l'usure. Donc, il dit, si vous voulez faire ça, eh bien, c'est comme si vous vouliez faire de l'infini dans le fini. Alors, je m'explique. Si vous considérez que vous pouvez, vous, le cordonnier, le machin, etc., le boucher, le boulanger, tout le monde, que chacun de vous peut, à sa place, accumuler le maximum de numéraire, de monnaie possible. Bon. Or, cette monnaie, elle ne peut pas venir de n'importe où. Elle ne vient pas d'un chapeau de magicien. Elle vient de tout un processus de production de cette monnaie, etc., et puis de sa distribution, de son expansion, de son usage, de sa circulation, etc., et puis surtout de son usage pour payer du travail. Et donc, à partir de là, payer des actes de quelqu'un, de quelqu'une, qui fait un acte de travail, lequel acte de travail ne peut qu'être une transformation de quelque chose dans la nature. Bon, alors, le travail intellectuel, c'est une autre affaire. Alors, s'il vous plaît, je sais que ce que je dis est très pénible pour beaucoup de gens, et je n'ai aucune, je fais une parenthèse là aussi, je n'ai aucune forme d'orgueil ni d'ego personnel quant au nombre de personnes qui m'écoutent ou qui me suivent ou qui me lisent ou pas. Je fais comme me disaient mes amis Albert Jacquard et Georges Gusdorf, paix à leur âme, parmi les meilleurs, et un de mes mentors, Maurice Dufour, un érudit extraordinaire, philosophe. Eh bien, quand j'avais des moments de découragement, ces gens-là me disaient, Omar, parle, 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 parle. C'est tout ce que nous faisons. Nous parlons. Et ça, c'est Socrate qui est parmi nous. Et Socrate n'a fait que parler. Et aujourd'hui, on se souvient de Socrate, mais on se souvient d'aucun Bill Gates d'Athènes. Hein? Bon,
Alors donc je parle. Qu'une personne m'écoute, 2, 12, 50, 60, 300, 400, 500, 2000, ben, que ceux et celles qui veulent me faire l'honneur de m'écouter m'écoutent, je les en remercie. Bon, alors je ferme cette parenthèse. Donc, voilà, donc ce que je dis, évidemment, n'est pas du goût de tout le monde, et surtout, quand j'apporte toutes ces preuves irréfutables. Alors, qui peut réfuter cette preuve venant d'Aristote que tout travail, enfin Aristote ne l'a pas dit dans ces termes-là, c'est plutôt jusqu'à Marx qu'on va y arriver à formuler tout ça dans des termes modernes que l'on connaît. Donc, mais déjà chez Aristote, il y avait les traces, plus que les traces d'ailleurs, qu'il y a un lien entre travail et monnaie. Et s'il y a un lien entre travail et monnaie, la monnaie la plus élémentaire, la plus primitive, la première de toutes les pièces de monnaie qu'on imprime, puisqu'on ne l'imprime ou on a la frappe que si on a un travail de quelqu'un à payer pour acheter du beefsteak ou des chaussures ou une veste ou une chemise ou je ne sais quoi. Mais Aristote dit tous ces produits-là qu'on échange, etc., la nature n'y est pas pour rien, tout de même. C'est de la laine, c'est du lin, c'est des arbres, c'est ceci, c'est cela, c'est la terre, c'est tout ça. Or, cette terre, elle est finie. Notre monde est fini, notre monde n'est pas infini. Alors, si vous voulez faire du numéraire, accumuler de l'argent à l'infini, de la monnaie à l'infini, vous êtes des fous et des destructeurs. Parce qu'on ne peut pas faire de l'infini dans le fini, sans détruire. Et ça va en exponentiel. Alors, qui peut aujourd'hui, s'il vous plaît, me dire que notre planète est moins détruite que du temps d'Aristote? Poser la question, c'est y répondre. Alors, la question qui se pose aujourd'hui en économie management et sur laquelle j'essaie de travailler, enfin, une des questions, c'est jusqu'à quand n'a-t-on pas atteint la limite? Pouvons-nous prétendre faire de l'infini dans le fini? Avec toutes les théories foisonnantes, assommantes, de management efficace, efficient, productif, économie. Bon, tous ces discours-là et tous ces mots qui les accompagnent, je le prouverai plus tard, disent le contraire de ce que vous pensez qu'ils disent. Enfin, dans leurs effets réels. Alors voilà, regardez un peu donc une première composante de ce néolibéralisme, cette négation de l'apport d'Aristote. Et voilà donc déjà ce que ça nous donne. Alors je vais, pour illustrer, parler de la crise de 1929, telle que notamment décrite par celui qui, à mon sens, a le mieux et de loin décrit les raisons et les tenants et aboutissants de la crise de 1929, qui est John Kenneth Galbraith, donc crise de 1929. Alors lisez-le s'il vous plaît, c'est un petit livre, pas très gros, qui se lit très bien, comme toutes les œuvres de Galbraith d'ailleurs. Donc, j'avais expliqué comment Rockefeller et son acolyte Morgan ou Vanderbilt ou je ne sais qui ont créé une société fictive pour acheter une vraie société de production de cuivre
Et la société fictive, ils ont émis pour 75 millions de dollars d'actions. En 3 jours, ils ont vendu les 75 millions, 75 millions d'actions. Et ils ont acheté la compagnie qui était à vendre en question pour 39 ou 40 millions. Et ils ont fait un bénéfice de 35 millions de dollars nets. Alors, vous vous rendez compte? Voilà 2 personnes, Rockefeller et Morgan, ou Vanderbilt et Morgan, enfin bon, de ces gens-là, quoi, c'est tous les mêmes de toute façon, qui, avec un cynisme qui n'a pas de nom, on appelle ça des managers et des génies du management, moi j'appelle ça des pervers cyniques. Et je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais j'essaierai de faire les liens plus tard, que beaucoup de ce qu'on enseigne dans les pratiques de gestion, beaucoup, je dis bien beaucoup, depuis la comptabilité jusqu'à la gestion des ressources humaines, où par exemple à Orange, où il y a eu 90 suicides en 1 an ou 1 an et demi, c'est-à-dire plus de morts français que de militaires morts dans la guerre d'Afghanistan, français, vous vous rendez compte, dans une entreprise, comment se fait-il que le lieu de travail devienne un lieu de suicide? Alors ici, en Amérique du Nord, on n'entend pas parler, comme s'il n'y en avait pas. Alors il y a des suicides au Japon, le garoshi, oui, des fourmis, des machins, vous avez bien ça dans la tête, mais moi je fais le pari que pratiquement aucun d'entre vous n'a jamais lu un vrai livre qui explique pourquoi et comment le japonais se donne la mort, ce qu'on appelle le garoshi. Je vous suggère 2 auteurs, Yukio Mishima, qui a écrit La mort en été, notamment, c'est là qu'on trouve, je pense, des éléments, et aussi Le pavillon d'or, et Maurice Pinguet, un anthropologue, sociologue français, qui a écrit un énorme livre de 800 pages qui s'intitule La mort volontaire au Japon. Pas le suicide, la mort volontaire au Japon. Pour expliquer pourquoi le japonais se tue, d'où ça vient, etc. Bon. Alors, est-ce que c'est la même chose, se suicider au Japon, que se suicider à Alger ou à Paris ou à Londres ou à... Bon. Alors, essayez, s'il vous plaît. Donc, alors, figurez-vous qu'ici aussi, un de mes étudiants m'a raconté, dans l'un de mes derniers cours, en rentrant au cours, comment une de ses collègues, cadre dans une banque, s'était jetée du 15e étage de son immeuble. Mais on ne le raconte pas ni dans la presse, ni dans la radio, ni nulle part. Parce que ici, il n'y a pas de journaux de gauche. Il n'y a pas de journaux syndicaux. Ou s'il y en a, personne ne les voit, personne ne les entend, personne n'en parle. Il n'y a pas de télévision de gauche. Il n'y a pas de télévision, de radio, de médias ou de journaux critiques du système capitalisme nord-américain. Il n'y en a pas. Pas un, pas une. Ils disent tous et toutes la même chose en même temps. Bon, alors voilà pourquoi on n'en entend pas parler. Hein. Bon, donc voilà, il y a une autre parenthèse. Alors revenons donc à cette question d'auto hyper ultime maltraitement qu'on s'assène à soi-même pour se punir, je ne sais pas, dans son lieu de travail. Mais qu'est-ce qui peut conduire à ça? Alors, on va l'analyser au fur et à mesure, mais vous allez voir que ça a un rapport avec ce que je suis en train de dire en ce moment. Je parlais donc de la crise de 1929 de George Galbraith, et je vais enchaîner sur la crise de 2008, et je pense qu'on va terminer pour aujourd'hui là-dessus. C'était le sujet qui était prévu en gros. Donc, crise de 1929, donc je viens de vous rappeler le mécanisme, mais il n'y a pas que ça. Il y avait aussi d'autres, comme les JP Morgan, comme les Vanderbilt, comme les Ford, comme tous les richissimes créateurs d'entreprises. Alors, faites, s'il vous plaît, procurez-vous des livres qui en parlent,
notamment un livre américain qui s'appelle The Rogue State. Il en parle pas beaucoup, mais enfin, il en parle, mais c'est surtout Robert Heilbronner, dans un autre livre qui s'intitule Contre et pour Marx, je crois, quelque chose comme ça, et qui analyse ce que je vous dis là. Mais il y en a beaucoup, énormément, il suffit de chercher. Création d'entreprise, États-Unis, et vous allez voir. Et vous allez voir que 9 sur 10 de créateurs d'entreprises d'États-Unis étaient des bandits, des gangsters, des tueurs, criminels. Kennedy a construit sa fortune sur le trafic d'alcool entre le Canada et les États-Unis pendant la Prohibition. Les Vanderbilt, les Rockefeller, etc., dynamitaient leurs concurrents en payant la mafia. Je vous ai même conseillé des livres, des films à voir, Sacco e Vanzetti, par exemple, Norma Ray, etc. Bon, des films comme ça sur le syndicalisme et comment les patrons payaient la mafia, créaient la mafia pour éliminer le syndicalisme et se mettre à sa place. Donc, ce sont des mafieux qui deviennent patrons de syndicats. Et très souvent, bon, je vous raconte une chose qu'on fait et qu'on enseigne même sous out of the record, comme on dit, hein, hors antenne, dans les écoles de gestion, dans les consultations, etc. Par exemple, vos actions baissent et vous voulez les faire monter et vous avez une tonne d'actions de votre entreprise, comme toujours d'ailleurs, ce qu'on appelle les stock options, que détiennent les dirigeants gratuites, c'est des génies, bien sûr, que détiennent les patrons des entreprises. Eh bien, il y a une tactique qui est très courante. Je l'ai vu en Amérique latine, on m'en a parlé en Asie du Sud-Est, on m'en a parlé, les multinationales. Alors, les multinationales, parce que eux, les Japonais, les Coréens, les Latino-Américains, bon, si ce n'est pas une puissante multinationale qu'il y a derrière, ils ne peuvent pas trop faire ça. Donc, les multinationales, Coca-Cola, Renault, Coca-Cola, par exemple, en Colombie, est célèbre pour ses mercenaires, ses armées de mercenaires, ce qu'on appelle les sicarios, qui vient de askari en arabe, et qui veut dire quelqu'un qu'on recrute et qu'on paye, vous savez, $200, $100, vous lui donnez, il vous tue qui vous voulez, hein, qui vous voulez. Syndicaliste, machin, votre femme, votre belle-mère, excusez-moi, hein, mais qui vous voulez, ou votre mari. Alors, donc, une des tactiques, c'est la suivante. Il y en a plusieurs. Je reviendrai en temps voulu quand mon cerveau fera les associations d'idées. C'est, par exemple, disons, United Fruits Inc., International, qui appartient à la famille Bush, indirectement. Parce que United Fruits appartient à une autre entreprise de la famille Bush qui s'appelle Zapata Oil Company. Et cette Zapata Oil Company qui appartient à la famille Bush, famille honorable, qui a donné 2 présidents aux États-Unis. Bon, il faut se mettre à genoux là. Hein, bon. Alors voilà leur pratique. United Fruits, donc filiale de Zapata Oil, laquelle Zapata Oil est dans le pétrole, notamment de Colombie, notamment. Et on sait ce que c'est que faire du business en Colombie. Je vous assure que je sais ce que c'est. J'ai passé des mois et des mois et des mois pendant des années en Colombie. Bon. Alors donc, United Fruits, filiale, qui appartient au même Bush, elle s'occupe de fruits, comme son nom l'indique, mais de bananes essentiellement, bananeros. Et dans les bananières de Colombie notamment, de Honduras, il y a eu tout un problème il y a quelques années au Honduras, par exemple, qui est un grand producteur de bananes. Enfin, à partir du Mexique, tout le monde produit du banane, ou presque.
Donc, ils sont obligés de continuer à travailler même quand les avions déversent des pesticides. Et il y a là des mercenaires armés ou des soldats de l'armée colombienne ou ce qu'on appelle des paramilitaires. Donc des espèces de militaires comme la fameuse Goldwater de l'armée supplétif de l'armée américaine dont on ne parle pas, mais on parle beaucoup de Wagner, de Poutine. Évidemment, Poutine c'est le grand méchant, hein, c'est sûr, c'est clair. Si vous intéresse, on parlera un jour de géopolitique et toutes ces choses-là. Oui, on en parlera, parce qu'on parlera de la naissance de la mondialisation et comment, dans son histoire, il a fallu éliminer les non-alignés et créer cet ordre mondial qui était accompagné du fusil et du chèque, pas du fusil et du goupillon, comme le 19e siècle. Bon, donc, voilà, donc, alors là, je ne sais plus de quoi je parlais, la crise de 1929, je pense, oui, Vanderbilt et compagnie. Et bien, voilà, donc, Bush, United Fruit, c'est tout. Ces pauvres gens travaillent en étant arrosés de pesticides hyper cancérigènes et qui vous tuent la peau en quelques, pratiquement, séances ou quelques années, mais vous n'avez pas le droit d'arrêter votre travail. Et vous êtes payé l'équivalent, enfin à l'époque, les années, pas très longtemps, les années 90, quand j'allais beaucoup, ou début 2000, les années 2000, quand j'allais beaucoup, début, enfin 10 premières, 15 premières, quand j'allais beaucoup en Amérique latine, payé $1, $2 par jour. Et encore, quand ils étaient payés. Aucun syndicat, évidemment. Aucun droit, aucun congé de maladie, aucun soin, aucun rien du tout, des bêtes. Et même moins que des bêtes. Bon, alors voilà comment se font les choses qu'on ne vous enseigne jamais dans les écoles de gestion et de commerce et d'économie. Pourquoi on ne vous enseigne pas ça? C'est ça les meilleurs moyens de gagner au tiers-monde ou ailleurs. C'est pas d'aller avec le business plan que vous a enseigné votre professeur de stratégie, avec votre professeur de comptabilité et votre professeur de finance, gestion de projet, évaluation, machin, actualisation, rendement sur actif, rendement sur investissement, rendement sur blabla, tout ça, bien coloré, bien... Et vous allez avec ça au gouvernement et vous lui dites, je veux un contrat du ministère du Travail. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Une commission d'enquête ici, au Québec, qu'on appelle la commission Charbonneau, s'est intéressée à un niveau de corruption dans les services publics depuis le municipal jusqu'au gouvernement, le ministère du Travail, etc., etc., ministère de la Santé, tout ça. Alors, les États-Unis, n'en parlons pas, il y a les lobbies qui font ça officiellement, de façon complètement mafieuse, traficoteuse et corruption, énormément. Eh bien, cette commission Charbonneau a montré qu'on ne peut obtenir aucun contrat d'aucune municipalité, d'aucun organisme gouvernemental, particulièrement le ministère du Travail, de la Santé, des Travaux publics, etc., sans passer par certaines filières dans le yacht d'un certain Anthony Accurso, qui fait notoirement partie des types d'organisations que vous pouvez deviner. Alors je dis à mes étudiants, combien de cours, de façon de passer par le bateau, par le yacht de M. Anthony Accurso vous avez reçu pour pouvoir aller obtenir un contrat du ministère du Travail du Québec. Là, je parle du Québec. Du Québec. Bon. Alors, toutes ces hypocrisies, là, il faut arrêter ça. Il est temps de commencer à parler vrai. Ça fait 40 ans que j'essaie de parler vrai, mais quand on parle vrai, évidemment, on en récolte les conséquences et j'en sais quelque chose. Bon, alors donc, revenons à Bush et compagnie, leur pratique. Voilà une des pratiques. Ils demandent à leur patron syndical, mafieux,
Voyez s'il vous plaît le film de Rat Pack, entre autres, de Oliver Stone, je pense, et vous verrez comment la mafia était jusque dans la Maison Blanche, jusque dans le bureau du ministre de la Justice, notamment sous Kennedy, notamment, et Nixon. D'abord, c'est une autre histoire. Si ça vous intéresse, je vous les raconterai, toutes ces histoires, je les connais par cœur. Bon, parce que j'essaie de comprendre ce monde, moi. Je n'ai jamais essayé de m'enrichir. Si je voulais m'enrichir, je n'aurais pas le temps de vous dire tout ça. Je n'aurais pas le temps de lire, de chercher, de fouiner, d'écouter des gens, d'observer, de voyager, d'aller dans les bibliothèques les plus British Museum, etc., de Colombie, de Magin, de fouiner dans les archives, J'ai découvert qu'en Colombie, par exemple, le tout premier président d'un pays d'Amérique latine qui allait être élu socialiste sur un programme socialiste qu'on appelait libéral à l'époque en Colombie. Alors je rappelle que libéral et socialiste à l'époque, c'était bon, pas synonyme, mais presque, en tout cas on l'appelait le Parti libéral. Et ici aussi, d'ailleurs, le Parti libéral se dit plus à gauche qu'à droite. Bon. Même aux États-Unis, les démocrates se disent libéraux. Bon. C'était Gaëtan Elessier Gaëtan El Bogotazo, qui était le patron de ce parti libéral. Il avait tous les sondages pour lui. Il allait être élu à 98,99%. Tout le peuple était avec lui. Eh bien, la CIA l'a assassiné quelques semaines avant le scrutin. Et on le sait que c'est la CIA. Cherchez, s'il vous plaît, Gaëtan Elessier El Bogotazo, et vous verrez. Bon, alors donc, c'est des pratiques pratiquement du même genre. Et on tue. Les Coca-Cola est célèbre, je vous l'ai dit, donc on tue des syndicalistes, on paie des sicarios, on paie, etc., pour éliminer ces gens-là physiquement. Enfin, les vrais syndicalistes, pas ceux qui vont devenir les complices. Alors, ceux qui deviennent les complices, voilà ce qu'on fait. Une des pratiques, on demande au syndicat, le patron, le syndicat, alors, les deux, l'une des brasseries où j'ai été embauché comme ouvrier pour faire ma thèse de doctorat ici à Montréal, le patron du syndicat était le gendre du patron de l'entreprise. C'est un syndicat qui défend les ouvriers, ça. Hein, c'est évident. Bon, alors donc, le syndicat de United Fruit qui est acheté, évidemment, qui était la mafia colombienne, peu importe, eh bien, on convient avec le patron de United Fruits de provoquer une grève. Partout. Au moins en Colombie. Partout, il y a des bananières de United Fruits en Colombie. Et on provoque, donc on fait durer la grève, on fait durer. Mais quand il y a une grève comme ça, sur Colombie, Honduras, je sais pas, Salvador, Mexique, enfin partout où ils ont les monopoles des bananes d'Amérique du Sud, eh bien, les actions de la compagnie baissent. Ces actions baissent, et tous ces gens ont des très bons conseillers, des très bons diplômés de MBA Finance à tête chercheuse, là, et qui leur disent, avec des algorithmes très compliqués, à quel seuil de descente de l'action il faut racheter. Alors, les patrons, syndicats, actionnaires attendent. Grève, ils maintiennent la grève, ils aggravent la grève, ils occupent le bureau du président ou du directeur de régional ou je sais pas quoi, ils le séquestrent, et à la bourse, les actions baissent. Quand elles arrivent pratiquement à un niveau inachetable, tout ce monde la rachète.
Et voilà des gens qui, au début de la grève, avaient des actions qui valaient, disons, $50 l'action. Ils en avaient 200 chacun. Eh bien, ils en rachètent 2000 à $3. C'est les mêmes actions. Et alors, ils arrêtent la grève. La grève arrête, l'action remonte, la production remonte. Ils font des annonces à Wall Street, un peu partout, comme quoi, ça y est, tout va bien. Les bananes de United Fruits vont être les meilleures bananes du monde. Ils vont se fondre le moins cher du monde, partout. Et les actions montent. Et quand elles montent à un certain niveau tout à fait tentant, eh bien, ces gens-là vendent 1500 actions sur 2000. Et ils gagnent des millions et des millions et des millions qui sont du vent. Alors, c'est à peu près exactement comme ce que je vous dis sur la bourse. Bon. Alors, voilà un petit peu une des pratiques. Je pourrais vous en dire, il y en a des pratiques de comment utiliser syndicat ou s'en débarrasser, ou ceci ou cela, et qui s'enseignent sous la table. Hein. Bon, alors, maintenant, la crise de 2008, très rapidement, je compléterai la semaine prochaine, si vous voulez bien être patient, ce sont des MBA finance, bon, formés en finance, donc, how to make money, mais essentiellement, how to make money with money. Comment faire de l'argent avec de l'argent, ou comment faire de l'argent avec l'argent des autres. Bon. La finance, c'est essentiellement donc ce genre de choses, chercher des leviers financiers pour lancer quelque chose qui va vous rapporter beaucoup plus que le levier que vous avez utilisé au départ. Bon. Alors donc, c'est MBA Finance en 2008, il faut comprendre le contexte de 2007-2008. C'était un contexte où l'économie mondiale n'était pas tellement en croissance particulière. Et ces gens-là, donc MBA Finance, ou MBA, ou tout court, enfin, ce genre de gens, how to make money. Alors, j'ai comment faire de l'argent aux États-Unis. Ils se sont dit, alors ils analysent évidemment, des gens intelligents, c'est des machines à analyser. Alors ils analysent, études de marché, où peut-on, quel est le... Bon, alors le marché qui semblait plus prometteur, en tout cas avec une certaine croissance, c'était le marché immobilier. 8% par an, si j'ai bonne mémoire, en moyenne, ce qui est important, ce qui est pas mal. Et donc, ils se sont dit, tiens, on va aller là-dedans. Le marché de l'automobile, c'est pas les bateaux non plus, le tourisme non plus. Bon, alors, allons vers ça, puisque c'est 8%. Alors, essayons. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Une analyse, évidemment, étude de marché, tout ce que vous voudrez, là. Alors, qui achète des maisons? Prends la pyramide de revenus des États-Unis, qui est de 1, le revenu moyen le plus bas, à quelque chose comme un ratio qui varie de 300 à 3000 en fonction des secteurs dans lesquels vous allez, entre l'employé et son patron et son actionnaire. Donc, alors, ces gens-là, 1%, c'est de eux qu'il s'agit, 1% les plus riches qui possèdent plus de la moitié de la planète, eh bien, ou en tout cas des États-Unis, sinon plus, eh bien, ces gens-là, ils n'achètent pas de maison. Ils en ont 250. Ils n'achètent pas de voiture, ils en ont 300. Ils n'achètent pas de yacht, ils en ont 200. Que voulez-vous qu'ils achètent? Ça, il faudra que je m'en rappelle, je vous en parlerai. C'est très important parce que ça a été analysé par un très grand économiste, pas très connu, pas connu même,
pratiquement, qui s'appelle, mon Dieu, l'économiste du contemporain, ou pratiquement contemporain de Keynes, qui a écrit un livre qui s'appelle Imperialism, et qui a commencé ce livre par la phrase « Le cimetière du capitalisme, c'est l'enrichissement individuel ». C'est grave, hein? Les années 30-40, le cimetière du capitalisme, c'est l'enrichissement individuel. Et ce n'est pas un marxiste du tout, hein? Pas du tout. Alors, comment il s'appelle déjà? John Hobson. Hobson. H-O-B-S-O-N. Le livre, c'est Imperialism. Bon, alors on verra les rapports plus tard. Donc là, ces gens-là, c'est mes super millionnaires et tout, ben, ils n'achètent plus rien. Ils ont 1000 fois tout. Pas eux qui vont acheter des maisons. Surtout pas des maisons à 200 ou 250 000 ou 150 000 $. La dernière de leur maison, elle en vaut 10 fois plus. Ou 100 fois plus. Classe moyenne. Il n'y en a plus. 2007-2008, la classe moyenne américaine était ruinée. Endettée à 250 ou 300%. Chaque ménage moyen devait 300 fois ce qu'il gagnait. Que voulez-vous qu'il achète? Rien. Alors, qu'est-ce qui reste? Ce qu'ils ont appelé la underclass. La underclass, c'est le under, la sous-classe. C'est-à-dire celle qui n'a rien. Voilà. Ce qu'on appelle aussi dans un certain jargon, que j'expliquerai dans certaines théories barbares, terribles, inouïes, qu'on développe dans certaines officines occidentales, qu'on appelle les useless, les inutiles, et dont il faut se débarrasser. Bon, bien, on y reviendra à ça. Donc, ça, c'est les inutiles. Pas d'argent, pauvre, donc c'est les noirs, essentiellement, des chicanos, c'est-à-dire des latinos qui traînent la savate comme ils peuvent, et des blancs pauvres, parce qu'il y a des blancs pauvres aussi, il y en a beaucoup, on ne vous le dit pas, mais il y en a beaucoup. Le Kentucky, la moitié de la Floride, de la Californie ou presque, etc., etc. Bon, mais on ne vous le dit pas. Évidemment, l'Amérique, ça doit être l'idéal, le modèle, comme l'a dit mon ami Emmanuel Todd. Si on enlève le modèle américain, la moitié de l'humanité sera en dépression. Il faut garder ce modèle, c'est le modèle, quoi qu'il arrive. Bon, alors donc ce modèle a généré ceci. Ces gens se sont dit, on va aller voir ces gens qui n'ont pas d'argent et on va leur proposer des maisons à 200 000 $ tout équipées. À première vue, il faut se dire, mais il faut être fou pour ou avoir un diplôme de finance. C'est peut-être synonyme, je ne sais pas. Mais comment aller proposer à des gens qui n'ont pas le sou de leur vendre des maisons toutes équipées à 200 000 $? Comment ça va se faire, ça? Alors, par des traficotages financiers. Donc, il y avait des maisons, des dizaines, des centaines de millions, de milliers ou des centaines de milliers, je ne sais plus, de maisons déjà construites, pas vendues, ou des maisons en construction. Alors, d'où ça vient, ça? Ça vient du fait qu'il faut que l'argent circule, particulièrement l'argent de la mafia, l'argent sale. Il faut le blanchir. Quand vous voyez en France, en Angleterre, un peu partout, des restaurants tout neufs qui sont en reconstruction, des hôtels pratiquement tout neufs qui sont démolis, reconstruits, etc., etc., vous avez partout marqué à louer, à louer, à vendre, à louer, et vous avez des immeubles qui poussent, des maisons, c'est pour que l'argent sale devienne de l'argent propre. Bon, on n'avait pas idée à quel point l'argent de la drogue contribue à l'économie, notamment américaine. On n'avait aucune idée. Bon, ça aussi, on y reviendra. Donc, nos amis financiers, qu'est-ce qu'ils se disent? On va acheter, par exemple, chacun, moi, on est un groupe de 10, de 5, etc. On va emprunter à la banque JP Morgan. Et on leur dit, voilà, on est MBA Finance, on a notre cabinet de ceci, de cela, de trader, enfin de real estate trade, etc. Et donc, on veut tant de millions pour acheter et revendre des maisons. Bon, ils obtiennent, c'est prêt.
Et avec ça, donc des prêts qui ne bougent pas de chez JP Morgan. C'est juste du papier. C'est tout. Rien. Ils vont voir les propriétaires de lots de maisons. Ils lui disent, regardez ce papier signé JP Morgan, on a tant l'aide de crédit pour acheter. Ah bon, oui, alors on vous achète 300 maisons à $200 000, tout équipé. Voilà, alors l'autre, oui, on signe les contrats. Là. Et ces gens vont avec ces contrats voir ces pauvres gens qui sont les Noirs, les Chicanos, etc., les pauvres Blancs qui n'ont pas le sou. Ils disent bonjour, est-ce que vous voulez une maison à $200 000, toute équipe? Mais vous êtes fous, on n'a pas le sou, on n'a pas de quoi bouffer, comment voulez-vous qu'on achète? Non, vous ne payez rien du tout. Regardez le contrat, la maison est déjà achetée par nous, il est à nous. Donc, tout ce que vous faites, c'est signer un bail, un contrat avec nous, comme quoi vous avez l'intention d'acheter cette maison, comme quoi non seulement l'intention, mais que vous l'achetez, vous voulez l'acheter, et vous ne payez rien, absolument rien, pendant 2 ans, parce que, à cause de 8% d'augmentation par année de l'immobilier, ce 8% par intérêt composé va générer suffisamment d'argent pour que vous payiez les 2 années d'hypothèque, donc de mensualité d'hypothèque que vous devez payer, et en plus, il vous restera de l'argent même pour acheter une voiture. Alors que voulez-vous, les pauvres, ils ne comprennent rien à ce langage. Mais tout ce qu'ils comprennent, c'est qu'ils vont avoir une maison à $200 000 tout équipée, et au bout du payer rien, tout est gratuit, et au bout de 2 ans, ils payent ce qu'ils devaient pendant les 2 ans sans aller gagner un sou, et en plus, il leur reste de quoi acheter une voiture ou autre chose. C'est le paradis. Alors ils signent. La suite, la semaine prochaine. Merci. Oui, leçon. Alors, il y a deux. Il y a deux. Il y a beaucoup de salutations de la part d'auditeurs, Merci. de la part de Sapor, de Mohamed Siloga, de Hillel. Oh, il ne faut pas que j'oublie quelques noms, hein, de Mohamed Samin. Voilà. Et bon, il y a Mohamed Siloga, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, mon ami c'est Eh ben, Mohamed, oui, de Paris, oui, oui, oui. voilà, donc alors il écrit un petit message. Et ça fait plaisir de vous voir, Monsieur Aktouf. Voilà. Sator il vous pose une question, enfin, il fait une remarque. En parlant de Bretton Woods, que pensez-vous de la décision de la Russie de faire payer ses exportations en roubles? N'est-ce pas le bon moment pour revenir à l'état en or ou au troc? La Bretton deuxième, Woods, oui, alors, la non, deuxième question oui, est posée par Samine, enfin, qui a posé plusieurs questions, mais qui sont résumées par celle-là. C'est pourquoi cet ordre mondial veut à tout prix détruire l'humanité quand on sait que toutes ces actions vont à l'encontre de la nature et de la logique. oui. Voilà, Donc, deux questions. deux questions. À moins que, peut-être que je vais encore. Ah oui, voilà une autre question de Mohamed Samir. Alors, il écrit le travail productif peut être plus ou moins mesuré
Mais le problème est dans le travail improductif, peut-être qu'il veut dire non matériel, le travail improductif, surtout dans la fonction publique. Fonction publique, ok. Voilà. Alors, Bon, je très vous bien. laisse. Je vous Ça laisse nous répondre. donne suffisamment de questions pour aujourd'hui. Bon, tout d'abord, je remercie tous ceux qui m'ont salué et celles et ceux qui m'ont salué et qui ont bien voulu venir écouter ce webinaire. Et évidemment, pour les questions, si on a d'autres qui ont posé d'autres questions, je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à plus de 2 ou 3 questions à la fois, surtout que ma façon de répondre aux questions n'est pas une... Parce que la matière que je traite et la façon dont je la traite ne peut pas permettre des réponses courtes à n'importe quelle question qui concerne cette matière. Parce que cette matière en elle-même, dans la façon dont je la présente et la façon dont je choisis les angles et les perspectives et les circonstances et les contextes, etc., eh bien, font que il est nécessaire que dans mes réponses, je donne des explications d'explications parce que je ne peux pas expliquer ça à un seul degré. Voilà. Il me faut plusieurs degrés d'explication pour exactement comme le discours à contre-courant que je tiens. Bon, alors Bretton Woods, je devais en parler, mais je voulais juste, j'ai dû l'oublier, je l'ai oublié. Donc, mais je voulais juste présenter les faits. Et comment à Bretton Woods, alors votre question tombe à point pour que je parle de ça, ça me donnera l'occasion d'en parler moins la semaine prochaine. Bretton Woods, c'est bon, très 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 bref. C'est la consécration de la suprématie américaine. Bon. Alors, on sait très bien que les 2 guerres mondiales, les États-Unis ne sont pas du tout innocents dans ce qui s'est passé. On sait très bien que les ancêtres de Bush, Prescott et Samuel Bush, armaient à la fois Hitler et Churchill et les Alliés. On sait que Henry Ford Ier donnait tous les profits de Ford Canada, de Ford États-Unis, non, de Ford Allemagne à Hitler et qu'il allait personnellement à ses anniversaires pour l'embrasser publiquement. Alors on voit ça dans la série qui a été faite sur la Deuxième Guerre mondiale, dans le 2e ou 3e épisode. Henry Ford Ier qui embrasse comme un frère Hitler, et il lui donnait l'équivalent de 500 000 $ de l'époque comme cadeau d'anniversaire. Alors imaginez un peu à quel point Hitler a été armé, formé, etc., par les Américains, et on ne connaît que le bout de l'iceberg. Joe Kennedy, qui était ambassadeur des États-Unis à l'époque, en 1933, 32, 33, quelque chose comme ça, à Londres, ambassade qu'il a achetée, parce qu'il faut savoir que les ambassades américaines s'achètent. Vous mettez de l'argent dans la caisse électorale comme lobby dans la caisse électorale du parti au pouvoir, et selon la somme que vous mettez, vous avez l'ambassade que vous voulez. Et il y a des prix. Alors celle de Londres, c'est l'une des plus chères. Celui qui peut se payer l'ambassade de Londres, il faut qu'il soit très très riche. Donc le trafic de l'alcool a rapporté beaucoup d'argent à M. Joe Kennedy. Et la moins chère, c'est Ottawa, au Canada, parce que tout simplement, Ottawa, c'est comme le New Jersey. Celui qui achète l'ambassade d'Ottawa, il n'a rien acheté du tout. Il n'y a pas d'exotisme, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas de... rien. C'est comme s'il déménageait de Hudson ou je sais pas moi, de Manhattan au New Jersey. Bon, on ne fait pas ça, on y reviendra là aussi. Alors réfléchissez s'il vous plaît à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire quand les ambassades des États-Unis s'achètent avec de l'argent son nom est trébuchant. D'ailleurs, comme les postes de congressistes, de sénateurs, de tout ce que vous voudrez. Bon, alors donc, Bretton Woods,
ça a été la consécration du modèle américain. Ils étaient les grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Aucune phase de cette guerre ne s'est passée sur leur terre ou sur leur territoire. Au contraire, tout ce que cette guerre ou ces deux guerres impliquaient comme besoin, comme développement, comme recherche et développement, comme migration de savants d'Allemagne qui fuyaient le nazisme, ou de prisonniers, etc., qui étaient pris dans les batailles, etc. Et donc, ou de France, ou de qui fuyaient, ou soit la première, soit la deuxième guerre, donc se réfugiaient aux États-Unis, et ça devenait donc des cerveaux qui développaient les États-Unis. C'est tout bénéfice pour les États-Unis. Bon, comme la guerre d'Ukraine d'ailleurs, selon certains analystes, et analyses que je considère d'ailleurs tout à fait valable parce qu'elle ressemble comme de gouttes d'eau à ce qui s'est passé, ou presque, enfin, en termes de tenants et aboutissants, pour les deux premières guerres mondiales. Alors, est-ce qu'on va avoir une troisième? On verra. Bon, donc, alors voilà, ils profitaient de tout ça. Le know-how allemand, le know-how français, le know-how espagnol, italien, anglais, etc., qui voulaient fuir cette guerre, eh bien, il allait où? Aux États-Unis. Et c'était tout bénéfice. C'est comme la NASA, qui a été développée par ceux qui ont développé les V1 et les V2 de Hitler, c'est-à-dire Oppenheimer et von Braun. Bon, voilà, pas compliqué. Et puis aussi toute la demande industrielle, donc la demande de création, je ne sais pas ce mot-là, de production de nouvelles machines, de ceci, de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux, de nouveaux ceci, nouveaux cela, etc., système de guidage, système tout ce que vous voudrez, ben, ça se faisait aux États-Unis, et avec la moitié ou les trois quarts des cerveaux qui venaient d'Europe. Bon, alors tout bénéfice. Arrive la fin de la deuxième. D'ailleurs, ils avaient promis aux Alliés, je ne sais pas combien de gens le savent, pour la Première Guerre mondiale, c'est Lord Balfour, novembre 1917, ce qui a abouti au drame palestinien, qui a écrit une lettre, pas à Woodrow Wilson, qui était le président des États-Unis de l'époque, mais à Rothschild, au baron Rothschild des États-Unis, pour lui demander de supplier, c'est pas dans la déclaration, ça c'est l'à côté. La déclaration dit autre chose, on va le voir. Donc l'à côté, c'est pousser, mettre la pression sur Wilson pour qu'il intervienne dans le conflit, dans la guerre en Europe, parce qu'il ne voulait pas. Pourquoi il ne voulait pas? C'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Alliés ont promis à la Russie, à Staline, d'ouvrir un deuxième front de l'Est en 1941 pour alléger le front de l'Est, donc des armées allemandes comme poids sur l'armée rouge. Eh bien, ils ne sont intervenus qu'en 1944. Ils ont laissé traîner pratiquement 3 ans. Pourquoi? Ben, plus la Russie s'affaiblit, plus l'Allemagne s'affaiblit, plus les États-Unis se renforcent. Pas compliqué alors. Et on se demande pourquoi les Russes en veulent aux États-Unis, bon, ou aux autres. Alors, c'est eux qui ont libéré Auschwitz. Et l'an dernier, ou il y a 2 ans, enfin, je ne sais plus quand, il y a eu la grande commémoration de la libération de Auschwitz. Et Poutine n'a pas été invité. Alors que c'est lui qui a libéré Auschwitz. Bon, enfin bon, des choses comme ça qui m'énervent. Et, bon, ça sort. Mais ça a rapport avec ce que je suis en train de dire. Alors, Bretton Woods, donc, c'est les vainqueurs qui ont le grand bout du bâton, évidemment, les Américains. Il y avait la délégation anglaise qui était la plus solide parmi les autres. Il y avait 44 délégations, si je me rappelle bien. Et ça s'est déroulé entre 45 et 46. Et donc, 46, 47 à peu près. Et donc, la délégation anglaise était dirigée par John Maynard Keynes, très très grand économiste qu'on connaît. Et John Maynard Keynes et les Alliés, l'Angleterre en particulier, sur cette question-là, parce qu'il y avait beaucoup de questions discutées à Bretton Woods,
sur cette question-là, dans la monnaie, voulait une monnaie mondialisée, basée sur un panier quelconque, enfin bon, peu importe, comme on peut imaginer, comme l'euro, comme je sais pas, comme on peut imaginer une monnaie commune, sous l'égide d'une instance de l'ONU ou d'une des instances qui allait naître de Bretton Woods, qui sont le FMI, la Banque mondiale, le GATT et le GATT, donc c'est l'ancêtre de l'OMC, et la Banque mondiale, le FMI. Bon, la Banque mondiale, le FMI et le GATT. Je ne sais pas pourquoi je veux ajouter un quatrième. À moins qu'il y en ait un, je l'ai oublié. Bon, passons. Donc, oui, une de ces institutions, et que ce serait une monnaie donc mondialisée et gérée par une instance mondialisée, où tous les pays importants, donc c'est 44 délégations, je suppose, aient leur mot à dire sur la composition du panier, du ceci, du cela, et des droits de tirage de chacun et en fonction de son économie et tout ce qui s'ensuit. Bon, donc évidemment, ils allaient l'appeler l'écu, je pense, l'écu ou l'unitas, l'un des deux noms qui ont été proposés, mais évidemment, les Américains ont mis leur veto, et c'était particulièrement le général Marshall, si je me souviens bien, le père du plan, qui porte son nom, qui a mis son veto, avec évidemment les États-Unis, tout ça, pas question, ce sera le dollar. Et le dollar deviendra donc monnaie de la mondialisation de fait. Parce qu'à partir de là, on va le voir quand je parlerai de la mondialisation, que c'est à partir de la fin de Bretton Woods qu'on a commencé à construire la mondialisation néolibérale. Ce sera une troisième ou une quatrième composante dont je parlerai plus tard, ou peut-être même après les composantes, parce que c'est un énorme chapitre de l'économie mondiale. Bon, donc, ils l'ont imposé de force. Le dollar sera de force la monnaie mondialisée. Alors, tous monnaie d'échange mondiale, voilà, c'est tout. Et puis, en plus, je ne sais pas quand a été promulguée cette loi, que tous les pays du monde conservent en dollars américains l'équivalent de leur déficit commercial. Parce que le commerce international se paye en dollars américains. Bon. Donc, les alliés, que voulez-vous qu'ils fassent? C'est un dictat. Sans les Américains, sans le plan Marshall, et on ne voyait pas comment on allait reconstruire cette Europe hyper détruite par la volonté des États-Unis, encore une fois. Je ne sais pas combien de gens savent que l'Est de l'Allemagne, par exemple, était intact, de Dresde jusqu'à Dresde, de Leipzig, enfin je ne sais pas, peut-être de Berlin même, jusqu'à Dresde, mais avec les avions alliés, notamment américains, ils ont continué à bombarder, même après le cessez-le-feu, tout ce qui s'ensuit, continué à bombarder pour détruire le plus possible et des villes allemandes et des villes polonaises, enfin je sais pas, jusqu'au front russe qui était en train d'avancer, et donc pour que la reconstruction coûte plus cher. Et comme ils savaient qu'ils étaient les seuls à avoir ramassé l'argent qu'ont généré ces deux guerres mondiales, ils étaient les seuls à pouvoir les financer et donc de faire de l'argent avec. Voilà, donc un des aspects de Bretton Woods et de la monnaie et du dollar. Alors donc ils ont imposé le dollar et les autres alliés ne pouvaient pas s'opposer, ils n'avaient pas les moyens, mais ils ont posé une condition. Enfin, où ils ont négocié et les Américains ont accepté, c'est que ce dollar soit échangeable contre 11 onces d'or, ce qu'on a appelé les talons or. Chaque dollar peut être échangé par n'importe qui, n'importe où, dans n'importe quelle banque au monde, contre 11 onces d'or. Alors, je ne peux pas vous dire combien ça fait de grammes, j'en ai aucune idée, mais c'est en tout cas les talons or. Vous êtes un particulier en Algérie, d'après cet étalon or, vous avez le droit d'aller dans n'importe quelle banque et dire voilà, j'ai 10 dollars, 20 dollars, 2000 dollars, je veux 11 onces d'or par dollar. Et la banque doit vous le donner, c'est une obligation des États-Unis. Alors,
l'étalon or est tombé en 71 novembre, quelque temps avant la mort de... Non, pendant août, je pense, quelque temps avant la mort de Gaulle, qui a été le seul à crier comme un putois contre les États-Unis, enfin l'un des seuls, à cause de la guerre du Vietnam. Alors voilà, pour répondre plus directement à votre question, on reviendra à la guerre du Vietnam et aux raisons, tout ça. Pour répondre à votre question, oui et non. Alors, les Américains, quand ils ont perdu l'étalon or à cause du financement, notamment de la guerre du Vietnam, mais toutes les autres guerres qu'ils ont créées à travers le monde, ça leur coûtait trop cher. Il fallait imprimer trop de dollars, et donc ils n'avaient pas assez d'or pour garantir toutes ces quantités énormes de dollars. Et là, Nixon déclare unilatéralement que le dollar flotte. Fini. Il n'y a plus d'étalon or. Mais il savait très bien que, étant donné que cette monnaie a été imposée comme monnaie d'échange internationale depuis la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement unique, puisqu'il n'y avait plus de livres sterling, le mark servait en Europe et encore, bon, tout ça. Donc, ils savaient très bien que c'était juste un échange d'étalons. Ils allaient passer de l'étalon or à l'étalon pétrole. Donc, ce qui a fait que le dollar tient la place qu'il tient, il continue à tenir depuis qu'il flotte en août 71, août, oui, si je me souviens bien, eh bien, c'est parce qu'il est passé à l'étalon pétrole. Il est garanti par le pétrole. Personne ne peut acheter ni vendre un litre de pétrole sans passer par le dollar américain. Bon, depuis l'euro, il y a une certaine quantité qui se vend, qui s'achète en euros, ce que les Américains n'aiment pas du tout. D'où d'ailleurs les guerres du Moyen-Orient, etc., la reprise du contrôle sur une partie de l'Afrique, une partie de l'Amérique latine, ce qui se passe un peu dans la géopolitique de l'Asie du Sud-Est, tout ce qui s'ensuit. Bon. Donc, l'étalon pétrole, l'étalon hydrocarbures, est venu remplacer l'étalon or. Et on sait très bien ce qui est arrivé à Kadhafi. Kadhafi ne voulait plus payer, qu'on paye le pétrole ni en or, ni en livres sterling, ni en dollars, ni rien du tout, ni en euros. Il voulait créer une monnaie africaine et notamment faire payer en or, son nom est trébuchant, le pétrole libyen et le pétrole arabe. C'est pour ça qu'on l'a liquidé pour démocratiser l'Europe, comme on l'a fait pour l'Irak et tout ce qui bon. Donc voilà, madame, là, ou monsieur, je ne sais pas pourquoi c'est une dame, la réponse très rapide à cette question. Si on revient, alors on en parle là, ces jours-ci, de revenir à l'étalon or, est-ce que c'est parce que les États-Unis veulent contrôler les deux, à la fois l'étalon pétrole et l'étalon or, ou est-ce que c'est parce qu'à cause de la guerre d'Ukraine, ils anticipent un remodelage, un rebattage de toutes les cartes de la géopolitique et, et le géocommerce mondial, qu'une bonne partie, tout, jamais, en tout cas tout, c'est pas possible, mais une bonne partie de l'étalon pétrole leur échapperait, enfin de l'étalon hydrocarbures. Et donc là, ils veulent revenir à l'étalon or, d'après ce qu'on entend par-ci par-là, mais enfin, je n'ai pas vu de décret ni d'annonce officielle jusque-là, à moins que ça m'ait échappé. Mais bon, donc de revenir à l'étalon or, c'est tout simplement le fait de compenser la perte qu'ils auraient ou qu'ils anticipent du côté de l'étalon pétrole. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour le monde si les États-Unis respectent vraiment ce qu'ils peuvent ne pas respecter du tout? Vous savez ce qu'ils ont répondu à De Gaulle? De Gaulle qui criait comme un putois que c'était une ignoble attaque contre le droit international, un ignoble mensonge, un ignominieux déni de parole, qu'un pays ne peut pas faire ça, signer un décret, déclarer comme ça unilatéralement que ce décret ne vaut plus rien, que cet accord plutôt, etc. Et bien vous savez ce que lui a répondu Nixon? Textuellement. Regardez le cynisme. Nixon a répondu à Charles de Gaulle, It's my money, but it's
your problem. If you're not happy, send your army. C'est ma monnaie, mais c'est votre problème. Si vous n'êtes pas content, envoyez-moi votre armée. Voilà ce qu'a répondu Nixon à De Gaulle. Alors voilà, donc, s'il respecte, oui, c'est une bonne chose. Moi, j'aimerais bien tous les dollars que tout Américain, que tout à chacun possède, et quand il en a besoin, il va dans n'importe quelle banque l'échanger contre une certaine quantité d'or, ben, bien sûr. Mais est-ce qu'ils vont le respecter? Bon, la deuxième question, c'était pourquoi est-ce que le monde fonctionne de façon contre-logique, enfin ce monde économique que je suis en train de décrire fonctionne contre la logique. Bon, je suppose que le monsieur ou la madame qui a posé cette question se rend compte au fur et à mesure de mon discours qu'effectivement ce monde fonctionne contre logique. Et Aristote l'a dit bien avant moi, contre nature. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce que la crématistique ou l'illusion d'accumuler de la monnaie à l'infini. Un. Deuxième point, l'illusion que la monnaie, c'est le bonheur. Que plus on accumule de monnaie, plus on est heureux. Bon. Troisièmement, l'illusion que plus on accumule de monnaie, plus cette monnaie permettra d'améliorer ce monde, y compris la nature. Alors vous savez qu'il y en a qui rêvent, qui pensent qu'il y a des technologies qui vont refaire l'Amazonie, refaire l'océan Pacifique, refaire je ne sais pas quoi, et pour ça il faut de l'argent. Bon. Donc il y a des gens qui soutiennent ce genre de théorie. Alors, donc, et ce genre de théorie n'ayant jamais été contredit, particulièrement par la superstructure mondiale, alors pensez à la machine Hollywood. Combien de films hollywoodiens ou américains, à part Oliver Stone et je sais pas, bon, Ken Loach est anglais, et bon, Oliver Stone, je pense, c'est pratiquement seul aux États-Unis, avec peut-être, je vois pas trop qui. Enfin, bon, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Michael Moore, bon, qui disent que tout ça, c'est pas logique, ça marche pas, ça va pas, etc. Eh bien, on a mis dans la tête du monde entier, à commencer par l'Américain lui-même, que accumuler de l'argent, demandez à votre voisin, à votre voisine, à n'importe qui, votre épicier, votre frère, votre sœur, n'importe qui. Est-ce que tu es pour ou non de faire de l'argent? Quelle réponse vous aurez? C'est évident, oui. Combien? Maximum. Bon. Alors, maximum d'argent, je disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai fini, si moi j'avais, ce que je disais, si moi j'avais par exemple cette idée de faire le maximum d'argent, eh bien vous n'entendriez pas ce discours de ma bouche. Parce que le temps que j'aurais passé à faire de l'argent, je n'aurais jamais eu le temps de lire, de réfléchir, d'observer, d'étudier, d'apprendre, de retenir, de combiner, etc. Tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, c'est non seulement antilogique, mais vous n'avez pas l'idée à quel point. C'est que c'est tellement antilogique que cette idée que tout ce que l'être humain a à faire sur la Terre, c'est d'accumuler de l'argent, et le plus possible, fait que cet être humain perd même la notion de nécessité de penser sur lui-même, de penser si ce qu'il fait a du sens, de réfléchir, de lire, de s'instruire. Tout ça est écarté pour faire de l'argent. Alors donc, évidemment, c'est contre-logique parce qu'on en a fait une deuxième nature humaine, quasiment. Quand n'importe quel être humain dans ce monde vous dit qu'on est là pour faire de l'argent et le plus possible d'argent et que c'est l'argent qui fait le bonheur et que c'est l'argent qui est, y compris celui de la nature avec la technologie, c'est du progrès, c'est du ceci, c'est du cela, et bien évidemment, ça marche à contre-courant. Et pour déconstruire et enlever tout ça de la tête de tous ces gens dans la planète, eh bien, je vous assure que j'en sais quelque chose. Personnellement, pratiquement tous les intellectuels algériens, je dis bien pratiquement tous, ne me parlent pas.
parce que mon discours va à l'encontre, en premier lieu, de leurs intérêts. En premier lieu. Le premier qui reprend le discours Aktouf, il perd sa capacité de faire de l'argent maximum. Bon, alors voilà jusqu'où va cette. Alors je ne parle pas de mes collègues ici et aux États-Unis. Bon, alors voilà, Bretton Woods, c'est la dernière. Enfin, c'était le travail improductif, la fonction publique. Bon. Alors là, ça demande beaucoup de développement, fonction publique, l'État. Vous voyez un peu toutes les questions que ça pose. Hein. Bon. Alors, qui dit fonction publique dit État. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à l'État? L'État, depuis Aristote dans la politique, d'une certaine façon, Platon dans la République, parce que Platon était un peu, disons, totalitaire, le totalitarisme des clercs. Bon, il mettait au sommet les sages, et ces sages devaient penser pour tout le monde. Bon, la politique a été la réponse d'Aristote, à son maître, pour dire non, la gouvernance ne doit pas se faire par quelques personnes, soi-disant, qui ont la lumière, mais par le souhait et le désir de la majorité. Khayratul umuri awsatuha, le juste milieu. Bon. Et ça va devenir, après l'avènement de l'État, donc 1789 surtout, avec évidemment les prémices des libres penseurs, des rationalistes, etc., qui voulaient prôner un État qui ne soit pas la conjonction et la complicité monarchie-noblesse. Et ça, j'y reviendrai parce que ça touche à la question de laïcité que tant de gens veulent défendre. Alors, je le dis tout de suite, et je le prouverai à tous ces gens qui disent défendre la laïcité, qui est séparé le foulard du portefeuille de ministre, ils défendent rien du tout. Ce n'est pas ça la laïcité. La laïcité, c'était Montesquieu, c'était Rousseau, c'était David Hume, c'était Locke, c'était Diderot, c'était Voltaire, c'était etc. qui ont commencé. Ensuite, 1789 et la suite, je passe sur la parenthèse napoléonienne, mais qui disait, c'est ça, laikos, qui vient de laikos, qui veut dire peuple en grec, donc peuple en grec ancien, laikos. La laïcité, c'était vous deux, monarchie, le roi et votre noblesse et l'Église, foutez le camp, les deux. Et on met à votre place le tiers-État. C'est pour ça qu'on a appelé la révolution de 1789 la révolution du tiers-État. Alors le tiers-État, c'est qui? C'est la société civile, comme on le dit aujourd'hui, c'est-à-dire monsieur et madame, tout le monde. Et donc, pour la révolution qui a provoqué ce qu'on prétend être la naissance de la laïcité, puisqu'on l'attribue à Montesquieu, à Diderot, à Voltaire, etc., eh bien, c'était des gens qui disaient, en fait, roi, noblesse et clergé, cardinaux, tout ça, etc., prêtres, dégagés, et laisser monsieur le paysan, monsieur le journaliste, madame la couturière, etc., rentrer au Parlement et faire les lois d'un État laïque, c'est-à-dire un État issu du peuple. Alors la laïcité, ça veut dire issu du peuple. Ça ne veut pas dire séparer un foulard et un chiffon sur la tête d'un ministre. Mais on vous a mis ça dans la tête. Et comment on va l'enlever? Comment? Bon, alors c'est la même chose de ce que je disais tout à l'heure. Donc, alors, quel rapport avec un productif et fonction publique? C'est l'État. Donc cet État, émanation du peuple, devait être donc cette communauté qui, dans l'esprit d'Aristote, va générer un consensus qui va être confié à certaines personnes jugées aptes à veiller à ce que ce consensus se réalise, à Athènes par exemple, et donc c'est l'État et les fonctionnaires. Voilà d'où ça naît, voilà d'où ça vient. Alors qu'est-ce que vous avez contre? Qui a contre quelque chose contre une institution
qui cherchent le consensus pour le bien commun. Qui? Juste les bandits qui veulent le bien juste pour eux et pas pour le commun. C'est tout. Ce sont eux qui ont intérêt à ce que cet État-là ne prenne pas naissance. Alors, est-ce qu'un fonctionnaire est un budgétivore inutile? Alors ça, c'est une des composantes du néolibéralisme sur laquelle je veux revenir, c'est la nocivité intrinsèque de l'État. C'est parmi les 3 éléments du consensus de Washington: détruire l'État, privatiser. En privatisant, on détruit l'État, bien entendu, puisqu'on doit tout privatiser. La santé, tout doit être privatisé. Et 3, la vérité des prix et des salaires. Bon, alors tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fallait tuer l'État qui est né après, notamment la Deuxième Guerre mondiale, un petit peu entre les 2 guerres, mais qu'on a appelé l'État social, et ensuite on a appelé l'État-providence. Alors providence, évidemment, c'est plus péjoratif que social. Il fait de la providence, il distribue, il donne, il jette l'argent par les fenêtres, voilà. Alors ça, je l'ai dit plusieurs fois, dans la conception néolibérale, l'État, c'est une espèce d'institution budgétivore qui bouffe des budgets, mais qui ne sait pas produire des budgets. Alors ces budgets qu'elle ne sait pas produire, où est-ce qu'elle va les chercher pour les dépenser? Eh bien, cette institution qui s'appelle l'État, elle va les chercher dans les poches des héros qui travaillent, les patrons. Ils travaillent comme des malades. Et l'État vient, il leur enlève l'argent, l'impôt, et il donne aux pauvres. Reagan a dit cette phrase incroyable: vous donnez $1 à un riche, il va l'investir. Vous donnez $1 à un pauvre, il va acheter un sandwich et il va le bouffer. Alors donnez votre dollar aux riches. Voilà la mentalité. Et voilà ce qui fait que les fonctionnaires sont mal vus, maltraités même, ce qui est une injustice inouïe, parce qu'il nous faut des fonctionnaires. Sans les fonctionnaires et sans l'État, un pays ne peut pas fonctionner. Un État ne peut pas fonctionner juste avec le marché. On va laisser le marché décider des lois de si on fait des hôpitaux ou pas, si on conserve des masques. Regardez ce qui est arrivé à la France, à l'Angleterre, etc., tous ces pays, aux États-Unis, avec le Covid. Grâce à cette notion néolibérale de l'État, et ça a un rapport avec ça, ils ont considéré que ça ne servait à rien. Comme aujourd'hui, par exemple, avec la guerre d'Ukraine, ce problème se pose avec les pilules de protection de la thyroïde en cas d'accident nucléaire ou d'attaque nucléaire. Eh bien, les Français, les Italiens, etc., les Canadiens, les Américains n'avaient aucun stock de masques. Il n'y avait pas de masques. Alors que le Japon, la Corée, la Russie, l'Allemagne, la Chine, ils avaient des tonnes et des tonnes de stocks de masques en cas de besoin. Mais le problème, c'est que stocker des masques, ça ne rapporte pas d'argent. Alors, pour les néolibéraux, l'État qui stocke des masques est un mauvais État parce qu'il fait un truc qui ne rapporte pas d'argent. Mais pour stocker ces masques dont il a besoin pour soigner les citoyens, il va prendre l'argent des pauvres patrons qui travaillent comme des malades, qui gardent pour eux quelques centimes pour acheter 200 bateaux et 300 maisons et quelques jets personnels, et puis c'est tout. Et on vient leur voler leur argent pour stocker des masques. Et bien, résultat, la France a dû demander à Cuba d'aller sauver avec ses masques et ses médecins ses habitants des Antilles. Les Américains ont accepté l'humiliation de voir atterrir à Washington un Antonov soviétique plein de masques communistes venant de Chine. Bon, alors, moi, cette philosophie, cette métaphysique du patronat qui est ça, etc.,
D'ailleurs, comme je dis toujours, où est ce patronat maintenant que ça va mal? Comment se fait-il qu'on accepte comme ça, sans rechigner, sans bouger, cette idée que quand tout va bien, quand il y a de l'argent, quand le PIB monte, quand le PNB, enfin, quand on dit que tout va bien, on dit c'est les patrons, c'est les entreprises, c'est elles qui enrichissent, c'est elles qui font, c'est elles qui produisent, c'est elles qui vendent, c'est elles qui épargnent, c'est elles qui... Et on les passe à la télé, on les remercie, on les applaudit, et quand ça va mal comme aujourd'hui, où ils sont? Pourquoi on ne les montre pas à la télé pour leur dire hé, oh, où est votre argent là? Sortez-le un peu pour acheter des masques, pour fabriquer des vaccins en Algérie. Ils sont où là? Quand ça va bien, c'est grâce à eux. Quand ça va mal, c'est jamais leur faute. Et écoutez, cette position-là, hajakoum, n'importe quel hamar, n'importe quel mulet peut la tenir. Vous pouvez mettre n'importe quel mulet à la tête de n'importe quelle entreprise. Ici, quand ça va mal, c'est pas sa faute. Et quand ça va bien, c'est grâce à lui. Eh bien, il peut le faire. Il n'y a aucun problème. Il n'a pas besoin de MBA. Il n'a pas besoin de diplôme. Il n'a besoin de rien. Alors, vous voyez jusqu'où ça va tout ça? Les fonctionnaires, je suis pour. Les fonctionnaires font infiniment plus de bien aux sociétés que tous les patrons qu'on peut imaginer. Sauf les bons. Il y en a des bons. Mais ils sont rares. Qui payent des vrais bons salaires, qui s'occupent de la communauté, qui s'occupent de l'environnement. Il y en a. Mais ils sont rarissimes. Alors, j'espère que ça a répondu à votre question. Merci infiniment. Et donc, à la semaine prochaine.